Alors déjà le martelage c'est le cœur du métier de forestier, c'est la base, c'est vraiment la base. Le but du martelage c'est de sélectionner les belles tiges en essayant d'enlever celles qui méritent d'être enlevées par rapport à un certain nombre de défauts. Le but du martelage c'est donc de marteler le bois et de le faire couper par les bûcherons. Par nos bûcherons de la Comcom si ça va, sinon on les vend également en vente sur pied. Lorsqu'on martèle en vente sur pied, on martèle au niveau de la souche, de l'empattement, tout simplement pour le récollement, c'est-à-dire pour le contrôle. Mais le but final du martelage, c'est toujours d'essayer d'améliorer les peuplements forestiers pour l'avenir, en enlevant les arbres malades, en enlevant les arbres déformés. En fait, on essaie toujours de travailler pour la belle tige. La fameuse empreinte du marteau d'état, n'est-ce pas? Et donc un arbre qui vient d'être martelé en 2016, qui va être coupé en 2017, coupé et vendu en 2017. Ensuite, on y repassera dans cette même parcelle dans 8 ans. C'est-à-dire en 2025, les rotations de nos coupes est de 8 ans. 8 ans, c'est pas un hasard, cela résulte d'un choix qui a été opéré lors de l'élaboration de l'aménagement forestier, parce qu'il faut savoir que nos forêts sont toutes aménagées. L'aménagement forestier est en gros la feuille de route de tous les forestiers. Il y a donc une grande partie de ce travail qui est consacrée à la production forestière. Mais en même temps, il y a d'autres critères à prendre en compte, en particulier le paysage, le problème des ruisseaux, réouvrir les ruisseaux, les remettre en lumière, mais également la prise en compte de la biodiversité. Dans ce domaine, les directives sont très claires. C'est 3 arbres à vocation biologique à l'hectare, dont un arbre mort. Devant nous est le support de nombreux polypores. Ces champignons constituent eux-mêmes des micro-habitats pour bien des coléoptères. Mais dans les arbres bio, il y a également les arbres à cavité. Ces arbres à cavité sont creusés par les pics noirs en général. Les arbres à gros nids, les arbres à lierre et bien sûr les arbres remarquables.
Et je vous montre ici une trouée tempête qui date de 99. Cette trouée tempête, depuis 99, aurait dû se régénérer d'essences diverses. Le sapin, le hêtre, le bouleau, l'érable, les sorbiers, toute la flore forestière classique qui s'installe dans un milieu, j'allais dire, pionnier. Nous avons suffisamment de semenciers autour. Que s'est-il passé depuis 99? Le hêtre et le sapin ont bien essayé de s'installer. Le sapin a été totalement abruti, mais il n'y en a plus, comme vous pouvez le constater. Quant au hêtre, il n'y a qu'à regarder. Tout est abruti. Il n'y a pas moyen de faire sortir un arbre. Je pense qu'ici, c'est essentiellement la dent des cervidés qui ont tout simplement abruti l'ensemble des plants qui essaient de pousser. Regardez les hêtres. Aucun bourgeon terminal n'arrive à passer. Les arbres sont carrément devenus des bonsaïs, puisqu'ils sont pâturés, surpâturés tous les ans, ce qui fait que ça vous donne cette forme un peu pyramidale, mais l'arbre en aucun moment n'est capable de sortir. Beaucoup plus grave, la végétation herbacée qui ici devrait être de la lusule et de la fuituque a pratiquement été convertie par les cervidés, et les cervidés en ont pratiquement fait un pâturage, puisqu'en fait nous partons sur une variété de graminées maintenant. Donc en fait le cerf il est en train de faire son propre milieu, c'est-à-dire il fait de la forêt avec sa propre pâture. Forestièrement parlant, c'est pas possible. Cette situation fait que dans nombreuses forêts de la vallée, tout le système de régénération naturelle est totalement bloqué, et c'est tout le drame des forestiers à l'heure d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être contre le gibier, il s'agit simplement de revenir en équilibre, de manière à ce que ces jeunes êtres qui sont là puissent croître et un jour prendre la relève des arbres adultes qui sont autour de nous. On retrouve le même phénomène dans les peuplements de sapins. On assiste donc également à une fragilisation et un appauvrissement de l'écosystème forestier. L'abrutissement de ces sapins devant nous est total. L'atteinte la plus grave est celle qui affecte la pousse terminale. C'est elle qui permet la croissance en hauteur de l'arbre et qui surtout détermine la forme de notre arbre. Alors quand les arbres sont surbroutés, comme c'est le cas devant nous, en général, au bout de quelques années, l'arbre meurt. Plantation d'épicéas. Regardez dans quel état est l'arbre. Sans commentaire. Après le sapin, c'est également la myrtille qui est en forte régression. Les myrtilles ici sont tellement broutées que même la floraison ne peut plus avoir lieu. Localement, regardez bien, devant nous, vous connaissez tous les myrtillers, elles devraient avoir minimum 50 cm de haut. Alors le premier regard du forestier, avant de les exploiter, c'est de voir s'il y a de la régénération naturelle. On a beau avoir un peuplement adulte, si on n'a pas de régé qui prend la relève, on est dans une situation totalement bloquante. Il faudra bien un jour qu'on puisse exploiter ces bois, parce que c'est des raisons d'ordre quand même économique pour les communes. Bien sûr, oui. C'est une histoire de renouvellement de la forêt. Nous sommes dans des peuplements qui sont, j'allais dire, en bout de course. Donc il faut bien pouvoir les remplacer. Tout ça pour nos générations futures. Dans la forêt elle-même, on a aussi, sur Wildenstein en particulier, réalisé des aménagements cinégétiques, des clairières cinégétiques, et on est assez fiers d'avoir un bail avec le GIC 14 sur 3 hectares de prairies cinégétiques entre la commune donc, et le GIC 14 qui sous-traite la gestion au chasseur local, donc M. Étiman qui est adjudicataire depuis un certain nombre de temps. Ça donnait ça sans aucun problème il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Et donc ça permettait d'avoir un peuplement irrégulier. Vous voyez qu'il y a encore les parents de ces sapins. Les porte-graines sont encore là. Et l'objectif, évidemment, dans la sylviculture, c'est de réaliser petit à petit le renouvellement en coupant les arbres une fois qu'ils ont apporté la graine et que la forêt a été renouvelée naturellement. Donc c'est cette image que dans la sylviculture irrégulière, et même régulière, on essaye de reproduire avec la régénération naturelle. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a mis en place une nouvelle trouée de régénération qui est derrière vous, et on va s'y rendre, et vous pourrez voir le résultat maintenant lié
à la surdensité de cervidés qui réduit à néant tout l'effort de régénération du sapin, avec une perte de 100% du sapin. L'étage arbustif a complètement disparu, que ce soit donc les bois pionniers et tendres, comme les sorbiers, les alisiers, mais aussi la myrtille, la ronce. À Wildenstein, il n'y a plus personne qui fait du schnapps de framboise, par exemple. C'est plus possible, alors qu'il y a 20 ans, c'était un sport local que de faire son tonneau de framboise. C'est plus du tout possible. De même pour les myrtilles, il n'y a plus possible même de faire la moindre tarte aux myrtilles en récoltant les myrtilles dans ces forêts, puisqu'elles ne peuvent plus rentrer en fructification. L'intensité des dégâts est moindre, on peut continuer à avoir des épicéas qui arrivent complètement à régénérer et à passer le cap difficile. Ici, c'est même plus le cas. On a atteint même l'épicéa ne passe plus, enfin plus rien qui passe, même le hêtre dans ses trouées ne passe pas. Et donc on ne peut pas dire non plus que les densités de cervidés sont concentrées sur ces clairières, puisque partout autour il y a des espaces ouverts. Donc on n'est pas du tout dans la situation où au milieu d'un énorme massif complètement fermé, on n'a qu'une clairière qui est évidemment particulièrement attractive. Ici, il y a partout des clairières, on est en futaies régulières et il y a ces grands pâturages qui sont situés de part et d'autre de ces endroits. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer les abrutissements. Un autre procédé de dégâts de gibier, c'est les écorçages. À une époque, on parlait beaucoup des écorçages d'épicéas, mais on a surtout découvert les écorçages de hêtre depuis 4-5 ans. Les cerfs mangent l'écorce au mois de mai-juin. Ce qui est mangé là de l'an dernier. On voit que l'arbre essaie de se cicatriser. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que le hêtre, au bout d'un moment, meurt et il casse. Voilà ce qui se passe au bout de 2 ans. Des arbres écorcés comme celui-ci, 2 ans après, au vu de cette situation, nous retrouvons avec ça. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, l'animal détruit son propre milieu. Et il y a une perte économique pour les communes. Deux par deux. Non, il dépasse pas la Madone. Non. Bonjour. Restez couverts. Bonjour. Bonjour. Oh, conquête, tiens. Merci. C'est la société de chasse, donc c'est bon pour la signature. À bonté. Georges y place la ligne. Non, vous placez la ligne. Des bleus. Je vous rappelle quelques consignes de sécurité qui sont malheureusement nécessaires et indispensables. Vous êtes d'abord tous titulaires d'un permis de chasser valable pour le Haut-Rhin et d'une assurance en responsabilité civile. Et le fait de prendre part à cette battue implique le respect des instructions qui vous seront données et des règlements de la société de chasse en général, que vous avez d'ailleurs signé tout à l'heure. Je vous rappelle que tout le monde est porteur d'un gilet fluo ou d'une veste de couleur. Et nous vous prions de suivre scrupuleusement les instructions de votre chef de ligne. Dans les véhicules, les fusils sont sous étui. Et s'il vous plaît, dans les déplacements à pied, les culasses sont ouvertes et les fusils à bascule sont cassés. Une fois que votre chef de ligne vous a assigné votre poste et que vous avez en vision, ou en tout cas dans la direction, vos voisins, vous considérez que vous êtes en action de chasse. Ce qui veut dire que si vous pouvez le faire en sécurité, même si la traque n'a pas commencé, vous pouvez tirer.
mais vous faites ça en sécurité. Vous respectez un angle de 45 degrés devant et derrière la ligne de fusil. Et je vous rappelle qu'évidemment, lorsque les traqueurs sont en vue de la ligne de fusil, vous ne tirez plus. Vous pouvez tirer dans l'enceinte, mais vous tirez d'abord en tir fichant. Nous sommes au-dessus d'un village, donc n'envoyez pas de balles en direction du village qui ne serait pas fichante. Et s'il vous plaît, vous ne faites pas de tir de longueur. On ne tire pas en battu à 100 ou 120 mètres, on tire à 60 maxi. Vous êtes tous responsables de votre coup de fusil. À partir du moment où vous pressez sur la détente, ce qui se passe derrière, c'est votre responsabilité. Donc je vous dis tout de suite que si quelqu'un met en péril la sécurité du groupe, il sera prié de quitter la chasse et il ne reviendra plus chez nous. Et dans ces prescriptions, il y a un point précis que nous tenons absolument avec Richard, c'est que vous ne bougez de votre poste sous aucun prétexte. Vous restez dans les 5 mètres qui vous sont assignés, vous n'allez pas plus loin. Si vous tirez, vous devrez annoncer, je vous donnerai les coups de trompe réglementaires, mais en tout cas, vous attendez votre chef de ligne pour lui faire part de ce qui s'est passé. Si vous avez blessé, ce qui n'est pas une honte, vous le dites à votre chef de ligne. Vous avez ici des bandeaux rouges pour marquer l'endroit où vous étiez et l'endroit où l'animal est blessé. Je vous rappelle que c'est utile parce que hier nous avons récupéré quand même un sanglier qui a fait 3 km, qui était vivant avec une balle à l'arrière et un fan. Donc vous voyez que c'est utile de faire des recherches avec le chien de sang. Donc Christophe est prêt avec son chien pour prendre les relais. S'il y a des blessés, on l'appelle à midi. Dire qu'il ne faut pas qu'il rentre dans la battue, mais vous ne faites pas de polémique. Ça peut arriver qu'il y ait des promeneurs, notamment à la Vierge avec ce temps. Donc soyez courtois avec eux. Oui, oui. Ben. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis on va faire les équipes. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, on est sur le territoire de Mauche, dans la vallée de Tannes, pour une belle journée de chasse qui s'annonce très bien, avec de nombreux amis et puis une météo à couper le souffle, hein, comme chez nous en Alsace en hiver. Je suis un petit peu là aussi en tant qu'administrateur de la Fédération des chasseurs. Hein, je rencontre quelques collègues administrateurs aussi ici. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient chasser dans des sociétés de chasse de cette importance-là, qui sont des chefs de file de tout ce qui se passe dans le Haut-Rhin et qui tiennent bien leur rôle parce que vous avez entendu peut-être le discours, vous avez peut-être filmé le discours tout à l'heure. Il y a des choses qui doivent être dites, notamment en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le tir de certains animaux, parce qu'on est là aussi pour tirer les animaux, pour réguler, hein, n'y ayant plus de prédateurs naturels, quasiment plus de prédateurs naturels. Le chasseur, il a vraiment son rôle et il doit réguler cette faune qui ne doit pas être en surnombre. Je m'occupe de l'organisation des battues, de la vente du gibier, des tracks. Donc l'équipe de trackers pratiquement au complet là. Les battues c'est essentiellement en automne, hein, du mi-octobre jusqu'au 1er février. Et il y a juste une courte période de fermeture du 1er février au 15 avril, il me semble. Après, il y a le brocard à la Pirche, il y a le sanglier, le brame en automne au mois de septembre. On est concerné aussi, hein, comme on a une chasse à cerf. Donc nous, en tant que garde, on a toute l'année, on est pris toute l'année en fait. Hein. Et quelles sont vos relations avec, disons, les patrons de chasse? C'est bonne, hein, je veux dire, on travaille toute l'année ensemble, l'ambiance est bonne, il faut une entente parfaite hein, pour avoir une bonne chasse et passer une bonne journée pour tout le monde. Quoi. Tu vois, on utilise aussi vos panneaux pour... Ouais, très bien. C'est un bon coin là dans les sapins et tout ça. C'est un bon coin ça. Hein. Allez
Depuis l'âge de 10 ans, je traîne dans cette forêt, donc j'ai bien évidemment appris à la connaître un petit peu. Et c'est à ce titre que finalement je suis devenu le capitaine de chasse. Mon père et mon grand-père avaient déjà précédé ce rôle. Et donc le capitaine de chasse est en fait l'organisateur des battues. Et c'est lui qui, avec le garde, définit quelle parcelle on va faire, comment ça va se dérouler. Je suis chargée de noter les permis, comme vous avez vu, noter surtout l'assurance et donner les consignes de sécurité qui sont très importantes. Ensuite, pour la fédération, je note le gibier qui a été tiré, si c'est un mâle ou une femelle, et le nom du tireur. Ça, c'est pour la fédération. Voilà, et ça fait, oh mon Dieu, ça fait plus de 45 ans que je suis dans la vallée, que j'accompagne. J'accompagnais mon grand-père, j'ai accompagné mon père et j'accompagne mon frère pour l'aider justement dans cette tâche. En accompagnant et en ne chassant pas, moi je me rends compte combien c'est utile, la chasse aussi, de réguler le gibier. Bon, on fait attention bien sûr quand il y a des promeneurs, mais c'est vraiment utile. Mais notre rôle un petit peu, c'est nous sommes les représentants des chasseurs du département. Donc nous sommes comme les Richard Locatelli et Olivier Chicnech qui sont là également aujourd'hui. Nous sommes des représentants de l'ensemble des chasseurs, élus par les chasseurs. Nous représentons un petit peu les différentes parties du département de façon à pouvoir faire passer la parole des chasseurs auprès de l'administration dans les différentes instances, défendre la chasse également et promouvoir la chasse d'une façon générale. Donc nous sommes une association de bénévoles. Les chasseurs peuvent faire appel à nous en cas de gibier blessé. À ce moment-là, nous intervenons avec nos chiens pour essayer de récupérer ces animaux dans les meilleurs délais afin justement de préserver la venaison et de veiller à ce que ces animaux ne passent pas de temps à souffrir en forêt. Ça rentre tout à fait dans l'éthique de chasse, d'une part germanique. L'origine des races des chiens qu'on utilise, ceci est un chien de rouge de Bavière, donc comme son nom l'indique, l'origine est allemande et plus précisément bavaroise. C'est qu'avec le temps, on constate qu'on a de plus en plus de contraintes, mais alors pas de nos chasseurs. On a beaucoup de contraintes avec l'administration. On nous impose des plans de chasse de plus en plus importants, de plus en plus rigoureux. On a des contraintes avec les forestiers. Et il faut qu'on fasse avec ça et qu'on s'arrange avec ça pour que tout le monde y trouve l'équilibre. On est bien conscient que la forêt doit prospérer, qu'elle ne doit pas péricliter. Donc il faut qu'on respecte un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Quelles sont vos relations avec l'Office national des forêts et avec la municipalité de Saint-Amarin, par exemple? Excellente. Avec la municipalité de Saint-Amarin, excellente. Alors là, nous avons la chance d'avoir un maire qui est tout à fait ouvert et qui comprend bien ce qui se passe et qui a bien intégré le problème de la chasse et le problème, disons, économique, le problème aussi de gestion de la faune. Il voit comment ça se passe. Avec les eaux et forêts, je dirais qu'on a de la pression surtout dans les hautes instances, mais le forestier de base est beaucoup plus compréhensif de ce qui se passe et souvent on a des bons rapports, ne serait-ce que pour les demandes de plans de chasse où on se réunit systématiquement et les plans de chasse sur les communes de Saint-Amarin, de Ronsepac et de Mauche sont faits conjointement avec l'ONF et les mairies. Et puis il y a une chose importante qui va se passer maintenant, c'est le tableau de chasse. Le tableau de chasse qui a plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est de rendre
honneurs aux chasseurs qui ont tiré. Et après, une chose très très importante pour nous, c'est de rendre les honneurs au gibier. Parce qu'on respecte un animal quand il est sur pied, parce que c'est une vie, et on le respecte quand il a été prélevé, quand il a été tiré, parce que ça a été une vie et qu'il a droit à des hommages. Et à ce titre-là, on a une brisée sur l'animal, on respecte un certain protocole. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus maigre au niveau des cervidés. Les sangliers, c'était pas mal. C'est vrai que ce matin, Georgie vous le dira, Mauche, c'est pas facile à traquer. Heureusement, disons qu'on a quand même on fait 2 fois Mauche, mais c'est une belle petite chasse. Je remercie quand même les traqueurs parce que je trouve qu'ils ont fait du bon boulot toute la journée. La deuxième traque était un peu moins productive que la première. Des animaux, c'est vrai qu'il y en avait. Ce matin, il y avait pas mal de cervidés, mais bon, ils sont partis par le haut. Cet après-midi, il y en avait quand même. C'est Georgie qui vous dira que ce que j'aimerais, c'est que les messieurs de la DDT, disons les administratifs de notre département et aussi les élus, pourraient venir 1 ou 2 fois et assister à une battue. Ils verront, disons, que nous les chasseurs, on est bien d'accord, disons, de faire un minimum, on est bien d'accord éventuellement d'atteindre un objectif de prélèvement, comme on dit, mais il faut aussi savoir que c'est pas facile. Cet après-midi, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plusieurs cervidés. Tout le monde aurait aimé avoir plusieurs cervidés, mais je dis c'est facile de faire des courbes, c'est facile de faire des statistiques sur des graphiques assis dans un bureau qui est chaud, pour avoir un peu, disons, un équilibre sylvo-synégétique que tout le monde, disons, espère. Et c'est seulement à partir de là qu'ils comprendront ce que le monde de la chasse est, qu'il y a un respect de l'animal, il y a une éthique à respecter, et aussi ce sont des animaux sauvages qui sont là, et parfois on a des battues qui donnent, et parfois on a des battues qui ne donnent pas. Voilà ce que je voulais vous dire à tout le monde. Merci, et puis à 15 jours, j'espère qu'on arrivera à avoir cet objectif de 20%, et encore une fois, qu'on sera peut-être alors d'accord avec l'administration qui fait... Ils ne sont pas sortis, ils étaient dedans quand même. Il y en avait 10 ou 12 dedans. Ils ne sont pas sortis parce qu'ils ont résisté un petit peu et ils ont fait marche arrière. Je dois dire que j'ai vu quelque chose d'incroyable. Les traqueurs arrivaient, il y a une biche et un faon qui viennent dans le sens et qui vont droit sur les traqueurs. Donc au lieu de s'en aller de l'autre côté, ils entendent des traqueurs, ils vont droit devant. Bon, ben on a une biche qui est au tableau. On tâchera de faire mieux la prochaine fois. Et puis il faut savoir aussi que ce n'est pas une science exacte et que de temps en temps, ben, on peut moins bien réussir une traque et puis mieux réussir la prochaine fois. Et ben, c'est comme ça, c'est la chasse. Oh, il a Ah, c'est pour ça que t'as tiré alors. Voilà. Mansai. Alors écoute, tu vois, tu vas en donner un petit morceau au chien de... Hein? Christophe, viens. Mansai. Attends, Christophe, attends. Christophe, viens. 2000 mètres de poursuite. Bravo, vous avez entendu? Bravo le chien, oui. Il l'a cherché sur plus de 3 km. Merci beaucoup. Et on ne s'était pas vu hier soir. Félicitations. Voilà. Ils ont quand même 2 champions de France qui font partie du RTV, donc Maurice et Roland. Et c'est pour ça que quand vous avez 2 bons, ben les autres suivent. Bien qu'ils ont fait... Bien qu'ils ont fait... Mais attends, bien qu'ils ont fait... ils ont fait énormément de progrès depuis 5-6 ans. Mansai. Les honneurs.
Le tableau est satisfaisant. C'est la chasse et tout le monde a passé une bonne journée, on n'a pas eu d'accident. Voilà, c'est l'essentiel. La chasse est peut-être mal vue un peu par certaines personnes, mais quand même, je crois qu'on peut dire que c'est une passion et qu'aujourd'hui, c'est devenu une gestion parce que ça devient de plus en plus compliqué avec les règles, avec le moyen, disons, qu'on a actuellement, disons, de chasser et surtout qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir un équilibre faune-flore. Donc le président du GIC 14 est un peu un interlocuteur entre donc, la direction départementale des territoires, entre les différents partenaires, c'est-à-dire les communes, qui en sont propriétaires, disons, de nos forêts et bien sûr aussi de la faune, entre parenthèses, et aussi les relations qu'on doit avoir avec les agriculteurs, vu que la chasse a des pénétrations un peu partout, c'est-à-dire au niveau bien sûr communal, au niveau ONF et au niveau donc agricole. La forêt, il y a plusieurs composantes. Il y a la forêt en tant que telle, mais qui est notre poumon, qui nous permet aussi de vivre, qui filtre tout ce qu'on envoie dans la nature, entre autres. Mais c'est aussi un revenu économique, il ne faut pas le cacher. Et dans la forêt, il y a également la chasse, les animaux. Et dans nos communes, la chasse est louée ou est gérée par des sociétés de chasse qui doivent aussi respecter un cahier de charges, donc avec des règles bien établies, des plans de tir. Donc ils contribuent fortement aussi à la préservation et à la conservation de notre patrimoine forestier. Alors la chasse, effectivement, c'est un monde spécifique. Il y a 3 volets. Il y a le volet, effectivement, gestion de la faune sauvage. Il y a la gestion économique. Et il y a effectivement la gestion du patrimoine naturel de notre belle forêt. Mais pas que forêt, il y a aussi nos pâturages. Alors sur l'aspect faune, je considère les chasseurs comme des gestionnaires. Pourquoi pas le comparer à un élevage classique, sachant qu'il est un élevage sauvage. Donc le chasseur est là pour réguler effectivement cette faune sauvage, avec des règles qu'ils s'imposent eux-mêmes au travers de leur fédération, mais qu'on leur impose aussi, nous, les gestionnaires de l'ensemble de notre patrimoine, qu'on appelle communément les plans de tir. Alors le plan de chasse, c'est quoi? C'est le nombre d'animaux, je parle en cervidés et en chevreuil et en chamois, qui peuvent être tirés ou prélevés, je préfère ce terme, au niveau d'un certain lot de chasse comme la forêt de Saint-Amarin. Ce qu'il y a, c'est que ceci, il y a un quota à respecter, qui est normalement, et là j'ai de la chance, disons, avec ma commune de Saint-Amarin, et je vous dirais aussi de Ranspach et de Mauche et d'Audrennes. Pourquoi? Parce que j'ai voulu, et c'est vrai qu'on avait commencé ça, nous étions les premières communes à faire ça, c'est demandé par la fédération, et ensuite le plan de chasse est envoyé au niveau de la DDT, mais il faut savoir que nous sommes les premières communes, et c'est vrai que là je suis un peu l'initiateur à ceci, c'est-à-dire que nous avons des réunions préparatoires où nous asseyons autour d'une table avec les agents de l'ONF, représentants, disons, au niveau de la commune de Saint-Amarin, un élu, d'habitude c'est le maire, et le président de la société, et à ce moment-là, nous, on définit à peu près combien d'animaux doivent être prélevés, mais ce qu'il y a au niveau du minimum à tirer, où théoriquement le chasseur est pénalisé s'il ne fait pas son quota, et même ça va aussi loin que vous voyez que je disais avant qu'il y a quand même des règles strictes à respecter. Si le locataire de chasse ne fait pas son minimum pendant 3 ans, le propriétaire, donc ça veut dire les communes, peuvent résilier le bail. Et tout ceci, ces conclusions, vont ensuite à la DDT, où là il y a une réunion, et j'y suis également en tant que représentant du GIC là-haut, et c'est le préfet, qui, via le directeur, disons, départemental, qui ensuite avalise, disons, ces données.
que pour les plans de chasse, nous avons un minimum et un maximum. Et donc l'administration voudrait qu'on arrive à la bisectrice entre le mini et le maxi. Mais il y a aussi des sangliers où il n'y a pas de plan de tir. C'est je m'avance, c'est peut-être une lacune. Mais je sais que dans le monde des chasseurs, ils n'en veulent pas, bien que ça existe. Alors cette gestion, effectivement, comme partout, il y a de bons chasseurs et je dirais de moins bons chasseurs. Les bons chasseurs, c'est ceux qui vont essayer de trouver le juste milieu de la régulation de cette faune, de manière à ce qu'il n'y en ait pas de trop, et effectivement qu'il y en ait suffisamment pour qu'ils puissent se régénérer naturellement. Il faut trouver l'équilibre par rapport à notre flore, notre forêt. Trouver l'équilibre aussi par rapport à nos agriculteurs qui, eux, ont, on le sait, des pâturages à entretenir et ils ont besoin de récolter, entre autres, le foin. Mais s'il y a des troupeaux entiers de cervidés qui broutent cette herbe, ça fera d'autant moins en récolte pour les paysans. C'est naturel, bien sûr, on ne peut pas empêcher un cerf ou une biche de venir brouter. Non, il y aura aussi une observation, disons, des placettes en forêt. Et on aura, par statistique, des placettes qui vont sur 5 ans. Il y aura des enclos-exclos. Et il y aura alors un représentant, disons, des communes, un représentant de l'ONF, un représentant des chasseurs, qui, chaque année, va constater s'il y a des petits pectinés qui poussent à l'intérieur ou à l'extérieur. Et bien sûr, si à l'extérieur tout est abruti, ça veut dire que peut-être il y a un peu trop de cervidés. Le sanglier, c'est un autre problème. Bien sûr, là, c'est surtout que la densité des sangliers aujourd'hui, comme les cervidés, je pense, elle est en augmentation. Mais à mon avis, ce n'est pas parce que le chasseur ne tire pas assez. C'est surtout parce que, comment je vais expliquer ceci, il y a aussi d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire peut-être des facteurs climatiques, allez savoir, peut-être des facteurs, disons, de différentes saisons. Rappelez-vous toute l'histoire même de l'époque de Gaïsouz où le maire, le défunt M. Kirchhofer, qui était un ami, est allé jusqu'à la télévision, se présenter à la télévision de TF1 où il disait qu'à Gaïsouz, il y avait énormément de dégâts. Mais je vous assure qu'à l'époque, j'étais jeune chasseur, mais on ne savait pas pourquoi il y a eu une explosion de sangliers à ce niveau-là. Bien sûr, les sangliers font des dégâts. Moi, personnellement, je pense qu'en forêt, ils sont bénéfiques. Mais c'est dans les pâturages qui font des dégâts parce qu'à un moment donné, ils veulent chercher, disons, leur nourriture qu'ils n'ont pas en forêt et donc des protéines. Le chasseur, est obligé de payer des indemnités aux agriculteurs et je vous assure que sur tout le GIC, ça représente 152 000 € pour, disons, venir en aide à ces agriculteurs qui ont tellement de dégâts de sangliers. Que les rendements forestiers ne soient pas du jour au lendemain détruits par trop de cerfs, trop de sangliers, trop de dégâts et des dégâts monstrueux. Parce qu'il faut aussi dire que dans certaines forêts, dans certaines parcelles, il y a des dégâts forestiers dus a priori à des animaux et il faut veiller à ce que ça ne devienne pas un sujet critique. Il y a malheureusement des dégâts, que ce soit les dégâts de sangliers, on les connaît. Donc il y a des retournements de prés, de prairies. Et d'ailleurs les chasseurs contribuent au financement effectivement de la remise en état de ces dégâts. Non, il y a des dégâts notamment à la fin de l'été lorsque les larves de hannetons émergent des prairies et ça correspond aux besoins de protéines des sangliers pour effectivement préparer l'hiver. Parce que les troupeaux sont très mobiles. Il y a des zones effectivement de repos, de quiétude pour ces animaux qui parfois sont préservés, comme dans le Zé à Urbès. Et puis il y a les zones d'activité. Pour moi, le Chauvelin est une zone assez importante et je pense même que mes sangliers du Zé parfois vont même visiter le Brandt, ce qui est quand même à peu près à 5-6 km à vol d'oiseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à maîtriser, qui pose problème aux habitants, mais vraiment à des périodes bien distinctes dans l'année.
j'étais jeune enfant, j'allais un peu comme rabatteur disons, en 1950, pas 50, j'avais 1 an, mais disons 1960. Et à ce moment-là, à l'époque, c'était une bande de copains qui y allaient et qui n'y avait pas de cervidés. Il faut reconnaître que le cervidé a apparu dans nos forêts en 71. Et à l'époque, donc, il y avait énormément de chevreuils et il y avait quelques sangliers. À partir de ce moment-là, quand à la fin, il y avait, disons, une battue et qu'on avait tiré 1 ou 2 sangliers, mais je me souviens que tous les chasseurs étaient contents. À l'époque, la chasse était beaucoup moins chère, et je reviens encore une fois aux finances, mais je suis désolé, à ce niveau-là, c'est quand même nécessaire. Aujourd'hui, disons, on dépense d'énormes sommes, disons, pour assouvir un peu notre passion, et à ce niveau-là, il fallait à un moment donné avoir un cheptel plus grand. Et il faut dire aussi que nous avons aujourd'hui des Suisses, nous avons des Belges dans notre société, nous avions un Luxembourgeois, nous avons des Bourguignons, et ces gens-là, quand ils viennent, ils ne veulent pas voir un sanglier qui était tiré dans la journée. Ja, aber es ist schon Plastik. Ja, das ist mir gleich. Ich suche die Heime aus Plastik. Wir haben gar keine andere. Da müsste ich waschen vorher. Santé, monsieur. Ja, Weimansheim. Gesundheit. Rolf Nötzli. Ich bin aus der Schweiz. Ich komme aus dem Gebiet vom Vierwaldstättersee. Ein wunderschöner Luzern, ganz in der Nähe. Ich bin seit 20 Jahren schon in Fellering jagen. Ich bin dort runtergekommen durch einen guten Freund von mir. Und ich schätze an diesem Revier ganz besonders die Vielfalt, den Kontakt mit den Leuten und das Wild, das wir haben. Wir haben Freude, dass wir hier Rotwild schiessen, Schwarzwild schiessen, Gamswild schiessen, Rehwild. Es ist einfach meine zweite Heimat geworden, das Fellering. On a la chance, je dirais, en termes de chasse, d'avoir un acteur local, d'avoir un président qui est un enfant de Saint-Amarin, qui a passé une grande partie de sa vie à Saint-Amarin. Donc la discussion est toujours plus aisée avec un Saint-Amarinois qu'avec quelqu'un qui habite à 500 km où les relations, même si elles sont courtoises, ne seraient pas aussi faciles et aussi rapides du coup qu'avec le local. D'autant plus utile que s'il n'y avait pas de chasseurs du tout, on aurait effectivement une prolifération d'animaux, il y aurait peut-être une régulation naturelle, certainement. On connaît ce que peut faire la nature, mais on aurait aussi, nous, les communes, les propriétaires, à subir les frais de dédommagement des dégâts cervidés et sangliers. Il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui, on est propriétaire, donc s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de cette gestion, ce serait aux communes de le supporter. Et sur ce panier, d'un côté, on n'aurait pas la rentrée financière de l'adjudication, et d'un autre côté, on aurait des dépenses supplémentaires. Donc double effet qui était bien sûr à éviter. Donc aujourd'hui, on a de la chance d'avoir encore des adjudicataires qui sont là et qui, il faut dire, payent bien par rapport à notre droit local. Puisque la forêt est une source de revenus non négligeable, à hauteur quasiment, selon les années, du produit de la chasse. Quand même, il ne faut pas le négliger, parce qu'on a tendance à dire que la chasse rapporte beaucoup d'argent. Mais la forêt, elle aussi, à condition qu'on la préserve et qu'on la rende pérenne d'année en année, ça veut dire aussi réguler le gibier pour que les fûts en devenir, les arbres en devenir, soient exploitables dans 30 ans, 50 ans. Ensuite, il y a un rôle de patrimoine paysager. C'est très important au niveau économique aussi, dans la mesure où le tourisme est également une économie. Et dans notre territoire des Hauts-de-Vosges d'Alsace, eh bien, d'avoir de belles forêts, c'est un patrimoine, c'est un atout énorme. Alors, en parlant d'Auderen, nous avons 2000 hectares de banc communal. Sur ces 2000 hectares, 1900 hectares, on peut dire boisés. 2 lots, un principal rive gauche, qui est effectivement la plus peuplée, et puis en tant que cervidé surtout, que nous louons à 60 000 €, voilà, c'est pas un secret de polichinelle, à l'année, ce qui équivaut à 44 € à l'hectare par rapport à la surface mise à disposition. D'un autre côté, nous avons un deuxième lot, rive droite, qui est moins peuplé,
mais qui nous rapporte aussi largement moins. C'est de l'ordre de 22 € l'hectare de mémoire pour 500 hectares, un peu moins de 500 hectares. Donc c'est pas le même rapport, mais il n'y a pas aussi la même population, et ni la même pression. On en revient aussi, on voit bien que rive droite, il y a plus de régénération naturelle que rive gauche. Alors, selon les années, le chiffre de la forêt fluctue, mais de façon globale ou moyenne, on va dire que le rapport de la chasse est équivalent au produit de la forêt. Et pour ma commune, c'est dans l'ordre de 24 000 €. Donc 24 000 € pour la chasse et 24 000 € pour la forêt? Effectivement, c'est à peu près le chiffre. Alors, cumulé, les deux représentent à peu près 8%, 7-8% selon les années de notre budget de fonctionnement. Sur l'ensemble de la commune, je paye tout ce qui est forêt boisée aux impôts, en foncier, 42 € l'hectare. Ce que me rapporte la forêt, enfin la chasse, me permet de payer mes impôts fonciers. Il faut le savoir. D'un autre côté, et c'est pas pour lancer la pierre aux agriculteurs, c'est quelque chose de tout à fait... On est là pour effectivement les soutenir. On leur demande 1,28 € à l'hectare, de mémoire. Inversement, le citoyen lambda d'Oderen, l'administré, il va payer 11 € l'hectare d'impôts fonciers. Puisque c'est pas la commune, enfin la commune paye, mais derrière c'est au travers de nos impôts. 11 € l'hectare, on n'en redemande que 1,28 €. Donc il faut savoir que c'est une source de revenus non négligeable, au même titre que la chasse est un autre revenu en euros, en monnaie sonnante et trébuchante. Mais j'insiste beaucoup sur ce côté-là. Il y a bien évidemment les revenus de la forêt, les revenus de la chasse, mais il y a aussi le rôle de cette forêt, c'est quand même notre poumon, notre oxygène de tous les jours. Et là, il est important, quand on parle productivité dans la forêt, de prendre aussi en compte ce côté environnemental très important. Mais demain, on pourrait aussi dire la forêt devrait, je dis bien devrait, nous rapporter. Si demain la forêt me rapporte 20 € à l'hectare, bon, je suis heureux. On peut dire aux chasseurs, écoutez, on baisse de 50%, de manière à ce que vous puissiez peut-être avoir plus de chasseurs, plus de partenaires. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, l'ONF, le gestionnaire actuel, ne peut pas m'amener 20 € à l'hectare de revenus nets par an. Derrière, il y a toute une économie indirecte que beaucoup ne soupçonnent même pas. Il faut l'avoir à l'esprit, il faut trouver le juste milieu, trouver l'équilibre. C'est un petit peu notre rôle aussi de savoir jongler. Les dégâts, bon, il y en a toujours eu. D'avant, il y en a eu, du gibier, il y en a toujours eu aussi. Bon, on essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins. Ils ont augmenté leur plan de tir. Nous, avec l'ONF, on a encore subventionné des produits pour le dégât sur les sapins et tout. Après, bon, il faut faire avec. C'est pas évident à gérer. On essaye de faire avec, mais ouais. On veut qu'il y ait une bonne coordination entre les chasseurs, les gens du village aussi, l'ONF. Bon, là, ça, c'est un gros dilemme avec l'ONF, mais ça se passe relativement bien pour l'instant. On a un maire qui fait confiance à son chasseur, avec lequel il a des dialogues, et les choses se passent extrêmement bien, de même qu'avec l'ONF d'ailleurs. Tout se passe très très bien. Je pense que voilà, il faut discuter, il faut parler, il peut y avoir des problèmes, on peut les régler, et on peut surtout, comment dirais-je, éviter les conflits avec la discussion. Alors voilà, les chasseurs qui ont comme objectif bien évidemment de se faire plaisir, mais aussi de veiller à notre patrimoine forestier grâce à leur prélèvement d'animaux dans cette chasse communale, ont aussi des prés de gagnage, et on en voit un très beau. Donc qui dit pré de gagnage dit pré à gibier, où le gibier veut brouter et trouve de la nourriture en évitant de descendre vers nos communes, comme les forêts sont descendues ces dernières années, puisqu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. La preuve, sur la commune de Saint-Amarin, il nous reste un agriculteur aujourd'hui, qui est la ferme auberge du Meerbarl, avec le beau scope que l'on voit en face.
qui est relativement bien dégagé aussi. Le pré de gagnage, en fait, il est fait pour que le gibier reste en bordure de forêt et trouve matière à se nourrir et pour leur éviter de descendre près de nos maisons, près de nos habitations. Je pense qu'on a intérêt à avoir plus de zones de gagnage ou de prés de gagnage dans nos forêts. Et que veut manger, disons, les cervidés? Ils ne mangeront rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit écorcer, disons, en hiver, parce qu'ils sont peut-être dérangés aussi par les touristes. Je permets de dire à ce niveau-là qu'il faudra peut-être aussi une régulation, disons, de tous ces utilisateurs de la nature. Moi, j'en suis aussi un. Je fais du ski, je fais de la randonnée, je fais du VTT en forêt. Mais je crois qu'il y a aussi un respect, disons, de cette faune et de cette... Ensuite, le brame, qui est une saison magnifique, qui est donc une période splendide, où vraiment, disons, je crois que là, la passion est à son summum. Et quiconque a déjà entendu ce brame dans les forêts, qui veulent quand même dire une expression de l'amour, mais peut-être un amour sauvage. Donc, et ce qu'il y a aussi, c'est que là, il faut aussi que ce brave vieux cerf ait quelques bichettes et des vieilles biches. C'est ça le plaisir, à mon avis, de l'image du brame. Et nous étions les premiers, encore une fois, à faire ces réunions de pré-brame où on voudrait une tranquillité accrue dans nos forêts au moment du brame. Et c'est vrai aussi que Ranspach a été la première commune à fermer les chemins durant le brame. Mais j'ai voulu quand même que les touristes accèdent quand même à cette belle période et nous avons fait quelques chemins libres pour écouter le brame. C'est un produit qui sent très très fort, quoi. C'est un style de goudron, mais ça attire donc surtout les populations de sangliers, quoi. D'accord. Ça c'est... Et puis ça fait en même temps, ça a un effet un peu antiparasitaire, quoi. Il y a eu un schéma, disons, départemental qui a été défini et qu'à ce moment-là, disons, l'agrainage de dissuasion a été autorisé. C'est vrai que moi, je n'aime pas le terme de nourrissage parce que je pense que nous ne nourrissons pas. Alors, l'agrainage de dissuasion, c'est tout à fait ce qui se situe derrière moi. Il faut savoir que le sanglier est un animal nocturne. C'est la nuit qu'il va chercher, disons, sa nourriture. Et si, théoriquement, disons, il n'a rien à manger dans la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans les villages et il retourne dans les prairies. Donc déjà, comme dans l'exposé avant, j'avais parlé que nous avons énormément de dégâts de sangliers. Je pense personnellement, c'est pas surtout au niveau du surnombre. C'est vrai que nous avions eu moins de sangliers, il fut un temps, mais il faut aussi savoir que la cause est multifactorielle par rapport, disons, à ces dégâts. D'abord, et comme je le déplore, regardez voir actuellement, la forêt, ou plutôt les taillis, arrivent au pied des maisons. Vous avez par exemple sur la chasse de Saint-Amarin, qui fait 1000 hectares, nous avons 7 agrénoirs de dissuasion qui font sortir, écoutez bien, 4 kilos par 24 heures de maïs. Alors quand vous avez 4 kilos sur un agrénoir, vous croyez qu'on les nourrit? Non, c'est-à-dire qu'ils perdent leur temps à rester en forêt. Alors Florian, vous avez la double casquette, vous êtes agriculteur et chasseur. Oui, tout à fait. Est-ce que les deux activités sont compatibles? Je pense que c'est compatible. Après, c'est un peu... Niveau, je pense, financièrement, de toute façon, de nos jours, c'est très compliqué de faire les deux. De payer une part dans la vallée et d'après les revenus que nous avons, c'est difficile de se payer une part dans la vallée. Après, ce que moi je suis garde-chasse, donc j'ai un peu la chance de pouvoir un peu chasser quand même, mais en ayant quelques responsabilités, quoi. Là où forcément on peut mettre un point d'appui, c'est l'excès de cervidés. On a une surpopulation accrute et sur toute la rive gauche de la vallée de la Ture, il y a une surpopulation de cervidés. Oui. C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 8 ans.
Donc voilà, ça remonte Et d'où vous êtes venu cette passion? Pas de mon grand-père. Alors est-ce qu'un jeune de la vallée, aujourd'hui en 2016, peut-il chasser dans la vallée de la Ture? Oui, il peut, mais c'est compliqué. C'est pas évident quoi. À moins de gagner au loto, ça devient difficile. C'est la passion qui fait le chasseur, c'est rien d'autre. Donc moi, je trouve que du fait que c'est un aspect c'est tellement cher, il y a des gens qui se lèvent un matin parce qu'ils ont les moyens, ils deviennent chasseurs, mais ils n'ont pas vraiment ça dans le sang. Et moi j'estime que voilà, je pense ça baisse la qualité des chasseurs en fait. J'ai envie de dire, je pense que si on avait des gens vraiment passionnés, on aurait peut-être de meilleurs chasseurs en cours. Chez nous, forcément, il y a une priorité, ce qui est un peu illogique, je vais dire, dans certaines communes, c'est que le garde-chasse, il vient après les partenaires. C'est logique au niveau financier, c'est un peu moins logique sur le travail effectué. Il y a une équipe et il faut qu'il y ait une bonne entente. Et le plus gros fléau à la chasse, moi je trouve, c'est la jalousie. Donc voilà, je vais dire, lui il en a déjà tué 5, moi 0, et après ça commence à... Et ça c'est pas bon. Mais ça vient aussi justement de l'aspect financier un petit peu, je pense. Il y a tellement d'argent en jeu, donc après il y a une sorte de jalousie qui se crée quoi. Donc ouais, si on pouvait trouver l'équilibre d'une chasse ouverte, on va dire, financièrement à des jeunes de la vallée comme nous, et pouvoir rester 10, voire 12, 13 sur un lot, ça serait, je pense que ça serait la bonne chose. Après, où est le problème à la base, je sais pas. Le prix des chasses les plus chères dans la vallée devrait être à 2000 € et pas à 6000 comme c'est le cas quoi. Et les prix des chasses les moins chères aux alentours de 600-700. Mais pas, je veux dire, là à l'heure actuelle les chasses les moins chères sont aux alentours de 1500-2000. Et après ça monte très haut. Là, j'aimerais pas savoir la moyenne d'âge des chasseurs de la vallée, mais je pense que d'ici un bail ou deux, ça va poser des problèmes. Pour moi, il va falloir qu'il se passe quelque chose dans les 8 prochaines années. Peut-être pas, mais dans le prochain bail, je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que un jour, il n'y aura plus de chasseurs de chez nous et puis c'est dommage. Et puis voilà. Donc Münster, c'est une commune de 5000 habitants, tout à fait, 4900 habitants. Et le domaine forestier représente 1740 hectares. De forêt un peu sur toutes les altitudes, les hauteurs. Donc on en a beaucoup aussi en crête et en moyenne montagne. Donc on a toutes les essences. Et actuellement, on a la régénération de nos forêts est totalement anéantie actuellement par la surpopulation des ongulés. Et c'est ce qui nous amène, nous, à réagir fortement et à prendre des positions assez rigoureuses vis-à-vis des chasseurs et de la gestion cinétique qui se fait au niveau du GIC 6. Présenter une carte qui a été élaborée par l'ONF sur les niveaux d'intensité de dégâts, et c'est lié à l'abrutissement notamment des semis. Et donc vous avez la flèche ici, on se situe très exactement ici. Donc on est sur une zone qui est rouge. Zone rouge, c'est-à-dire une gestion durable compromise. C'est une carte qui date déjà d'il y a quelques années. Donc on va dire que la situation ne s'est pas améliorée. Le secteur entier de la vallée de Münster est sinistré à 100%. Donc vous avez vu la carte vous pourrez éventuellement mentionner. La zone noire et marron, c'est la vallée de Münster. Donc toutes les essences sont concernées, pas uniquement les sapins, tout est abruti ou alors écorcé. Les arbres qui arrivent à pousser, eux, sont écorcés. Et donc le résultat est le même. L'arbre, au bout de quelques temps, est inexploitable au niveau commercial. Donc cette situation nous amène maintenant à avoir des réactions très fermes vis-à-vis des chasseurs. Donc déjà, nous organisons régulièrement des cassés pour justement... Ce sont des concertations avec les chasseurs, donc qui se passent relativement bien de nos jours. C'était très très houleux au départ. Maintenant, ils sont aussi compris, ils ont pris connaissance et conscience quand même que la forêt est en danger. Et donc, on arrive quand même à avoir une petite politique, mais qui est là de loin pas suffisant, pour faire diminuer la capacité des ongulés sur le secteur.
Donc ce que l'on constate, c'est que la surpopulation actuelle de gibier, pour nous, forestiers, donc remet clairement en question les pratiques sylvicoles que nous considérons comme vertueuses. Je vais dire que systématiquement, si on veut obtenir aujourd'hui de la régénération dans ces futaies régulières, clairement on est obligé de passer par des systèmes d'engrillagement, on va dire des enclos, que ce soit des latibois ou du grillage ou enfin de la protection massive. Ça a un coût particulièrement élevé, on est sur des moyennes de 7 000 € l'hectare, donc ça c'est quelque part c'est un coût supplémentaire qui vient se greffer sur le budget des communes. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les communes, elles n'ont pas forcément non plus les moyens pour financer ces enclos nécessaires à la régénération. Et bien, ce qu'on constate sur le terrain, c'est une régression tout au mieux du sapin, voire une disparition dans un certain nombre d'endroits de l'espèce sapin, de l'espèce objectif à régénérer. Il faut qu'on fasse baisser ce nombre d'ongulés, ce nombre de cerfs. Un des agents forestiers a observé une harte de 90 cerfs et biches à proximité immédiate d'un village, dans un pré. Donc je veux dire, quand on arrive à de tel nombre, je veux dire, il y a un malaise quelque part, je veux dire, ils se rassemblent. J'ai participé à des comptages phares où on dénombre des troupeaux de 10, 15, 30 biches cerfs répartis un peu dans le domaine. Alors chaque année on fait le même circuit, c'est pour ça qu'on peut déterminer le nombre de cervidés dans un secteur. Donc on se rend compte, et là ça a été confirmé, que la population augmente de 10% pratiquement chaque année, malgré les plans de chasse qui ont été augmentés. Et pour la forêt communale de Crute, on va prendre le lot de chasse sur la rive gauche, donc un peu plus de 1000 hectares on a dit, il y a 700 hectares de forêt. Pour l'espèce cerf, donc quelques chiffres, en 1975, la saison, on parlait de 1 à 3, l'objectif c'était 1 à 3 cervidés. En 88, sur la moyenne 88-96, on est sur 16 cervidés. Et actuellement, sur le plan de chasse 2016, on est sur un niveau minimum à 23 et un maximum à 70. Voilà, donc si on revient en 1974, j'avais juste un an, on était à 1 à 3 cervidés sur la forêt. Maintenant, on est à un niveau de prélèvement au maximum à 70 animaux. Maintenant, on retrouve le sanglier surtout dans les prairies en fond de vallée et autour des agglomérations. Donc on n'arrive plus à juguler cette prolifération. Le comportement des chasseurs à ce niveau-là est incompréhensible. Ils disent qu'ils ne les voient pas alors qu'ils sont présents dans les villages, dans les agglomérations, même la journée. Donc je veux dire, il y a aussi un danger au niveau de la population. Je veux dire, si une laie avec des petits se retrouve coincée ou acculée quelque part, elle peut être agressive vis-à-vis des personnes. Donc on en arrive maintenant à faire des signalements à la police, au préfet, systématiquement, quand on est confronté à ce genre de situation, pour rendre les pouvoirs publics attentifs à cette problématique. Mais on ne parle pas que des dégâts chez les particuliers qui, eux, ne sont pas indemnisés. Et là, ça a été quelque chose, une hécatombe au niveau des jardins, des pelouses, à tel point qu'il y a eu des dépôts de plaintes, pour vous dire, quand même, pour qu'ils n'aboutissent pas, parce que quelque part, le propriétaire est tenu de clôturer sa propriété, ça c'est la loi. Mais seulement, je veux dire, nous-mêmes, pour protéger les particuliers, on a fait poser 12 km de clôture électrique le long d'un chemin forestier, pour limiter, je veux dire, l'accès de ces sangliers dans les jardins des propriétés privées. Alors effectivement, dégâts de sangliers, c'est quelque chose qui est courant sur le village de Gaïsouz. Moi-même, ayant du terrain, j'ai eu la visite des sangliers sur une parcelle de mon terrain et dégâts relativement importants. Sur les années précédentes où j'avais pas vraiment de clôture, ils étaient toujours en bordure de forêt et puis ils venaient pas sur le terrain. Et là, ma grande surprise, ils étaient vraiment en plein milieu du pré, un peu révoltés de par les dégâts causés qui sont relativement importants, un peu remontés
envers les chasseurs, même s'ils ne sont pas forcément responsables de l'ensemble, mais voilà, c'est quelque chose qui est récurrent sur le village, et donc quand ça vous touche directement, c'est beaucoup plus difficile à assimiler. Faire venir une entreprise de paysage pour remettre un terrain en état suite à des dégâts de sanglier, donc pelouse, on peut partir sur une fourchette entre 4 et 6 euros du mètre carré. Tant qu'on est sur de la pelouse, maintenant si le sanglier rentre dans les zones où il y a des arbustes qui ont été plantés, c'est quelque chose qui peut monter de 6 à 10 euros du mètre carré au jour d'aujourd'hui. Je suis exploitant agricole à Midzac. J'ai donc des vaches allaitantes de race salaire. Donc exploitant, oui, depuis 20 ans maintenant. Surface de 120 hectares, dont 70 hectares de landes. Les surfaces sont réparties sur différentes communes, entre autres Saint-Amarin, Ranspach, Hauts-de-Rennes et bien sûr Midzac. Oui, des dégâts, oui, on en a quand même pas mal, oui. Entre autres le sanglier, hein, ça c'est dans toutes les communes, hein, que ce soit à Midzac ou ailleurs. Alors là où c'est quand même très très embêtant, c'est sur les prés de fauche. Hein. Dans les pâtures c'est moins gênant, mais sur les prés de fauche là ça devient problématique. À savoir que le pré de fauche pour nous c'est notre premier, c'est notre outil de travail. Hein. On a beau avoir des beaux tracteurs, si on n'a pas les prés de fauche, et à savoir qu'on n'a pas le droit de labourer, qu'il faut refermer ça comme ça, c'est pas facile. Et le cervidé donc, ça de plus en plus, oui, ça devient un problème. Hein. Parce que bon, ça mange un cervidé, hein. Et 20 ça mange 20 fois plus, et 30 ça mange 30 fois plus, donc ça commence à faire une concurrence à nos bovins. Au niveau du cervidé, je pense que oui, il faudrait réguler mieux que ça, quoi. Alors pourquoi ça ne se fait pas, ça c'est peut-être pas à moi d'en décider. Est-ce qu'ils ont assez de bracelets? Est-ce que il semblerait quand même qu'ils aient beaucoup de contraintes pour tirer ce gibier. Ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais toujours est-il qu'on commence à avoir de gros soucis, quoi. Alors aussi bien que nous, en tant qu'exploitants agricoles, que les exploitants forestiers, quoi. Pour le sanglier, le nourrir, pas le nourrir, grand débat. Que faire, à quelle altitude? Encore une fois, c'est pas mon job, quoi. Moi, je suis exploitant agricole, on fait que souffrir, quoi. Le cerf, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on a vraiment le brame, donc le cerf, alors qu'avant il n'y en avait pas du tout. Hein. Je suis le bon témoin puisque ça fait que 20 ans que je suis sur Midzac, donc je peux très bien le dire, quoi. Que là, ça fait maintenant 10 ans qu'on a le cerf qui est en place, quoi, et qui commence à augmenter de plus en plus. C'est peut-être parce qu'il y a surpopulation ailleurs, ça se disperse, est-ce que je pense que c'est dû à ça, je pense. Parlez-nous un peu de votre métier. Est-ce que c'est un métier qui est facile? Ah non, facile, non, sûrement pas, hein, puisque non, c'est même très dur en montagne. Donc bien sûr, qui dit montagne dit pente, dit en plus moi qui ai 70 hectares de landes, à entretenir c'est très très compliqué. Hein. Alors bien sûr j'ai un troupeau de chèvres aussi qui m'aide, mais c'est pas facile non plus de garder ce troupeau de chèvres, de le déplacer, c'est pas chose facile, hein, du tout. Hein. J'ai investi un peu dans du matériel adéquat aussi, spécial montagne, mais malgré ça on fait beaucoup d'heures pour peu de rémunération. Est-ce que vous êtes pluriactif? Vous êtes obligé d'être pluriactif? Oui, tout à fait, oui, on cumule maintenant. Hein. Je travaille de plus en plus pour divers organismes, entre autres l'ONF et la commune et d'autres encore. Du fait de la difficulté de vivre de l'agriculture? Difficulté, oui, financière. Hein. Les aides qu'on ne touche plus ou moins. Et les charges qui sont très élevées, donc tout ça, ça fait qu'on a vraiment du mal à joindre les bouts. Hein. Malgré mon troupeau qui est quand même assez conséquent. Hein. J'ai quand même 40 vaches à l'heure-ci, hein. Donc ça veut dire 90 bovins en tout. Hein. Malgré ça, il faut être double actif ou triple actif.